Imaginons un instant un jongleur de classe mondiale. Vraiment l'artiste absolu, le genre qui excelle à maintenir 3 balles en l'air sous les projecteurs, avec une fluidité totale. Le public est fasciné, tout semble parfaitement sous contrôle, quoi. Exactement. Mais soudainement, sans le moindre avertissement, quelqu'un dans l'ombre vient de lui lancer 5 épées enflammées en même temps. Ah oui, d'un coup, l'ambiance change complètement, hein. C'est ça. La question dans la salle n'est absolument plus de savoir si ce jongleur a du talent ou de l'expérience. La véritable question purement mathématique, en fait, c'est de savoir s'il a tout simplement suffisamment de mains pour ne pas être empalé. Ouais, c'est une image forte. Et pour transposer cette image à notre réalité immédiate, la première épée enflammée est déjà en train de tomber. Et le jongleur, c'est l'architecture de sécurité mondiale. Voilà. Et le baromètre de cette tension incroyable, c'est l'horloge de la fin du monde. Pendant des décennies, c'était surtout un concept abstrait, une métaphore de la guerre froide, tu vois, qu'on épluche aujourd'hui. Un chiffre revient en boucle. En janvier 2026, cette horloge a été avancée à 89 secondes avant minuit. C'est factuellement plus proche de la catastrophe qu'à n'importe quel moment de la crise des missiles de Cuba. C'est glaçant quand on y pense. C'est clair. Et notre mission dans cette analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre cette accélération, de décortiquer comment une multitude de crises qui ont l'air isolées sur une carte testent en temps réel les limites d'un système international qui est en pleine surchauffe. Et l'ampleur de cette surchauffe, elle se lit dans des données d'une clarté vraiment brutale. Prenez les budgets de la défense, par exemple. Les dépenses militaires mondiales ont atteint 2 718 milliards de dollars en 2024. Waouh! Ouais, c'est un bond gigantesque, de 9,4% en une seule année. La plus forte hausse jamais enregistrée depuis la fin de la guerre froide. Mais le point fondamental, c'est pas seulement le montant, non? C'est la synchronisation de tout ça. Exactement, les 15 plus grands pays dépensiers de la planète ont tous augmenté leur budget simultanément. C'est pas du tout le comportement de nations qui ajustent gentiment leurs forces de maintien de la paix. Ouais, on est bien d'accord. C'est le réflexe d'acteurs étatiques qui perçoivent une rupture imminente et qui se préparent au choc. Alors justement, parlons de l'endroit où ce choc est le plus palpable. La première de ces crises, elle se cristallise dans le détroit d'Ormuz. C'est vraiment le goulot d'étranglement par excellence. Un couloir maritime d'à peine 33 km de large. C'est minuscule à l'échelle océanique. Minuscule, oui, mais c'est une artère vitale. Il y a 20% du pétrole mondial qui y transite. 20 millions de barils par jour. Des économies massives comme l'Inde, la Chine, le Japon, elles en dépendent à 100% pour allumer la lumière, quoi. Or, ce que les données nous révèlent là, c'est un blocage d'une efficacité chirurgicale. Le trafic commercial dans ce détroit a chuté de 75%. C'est énorme, 75% en moins. Et les primes d'assurance pour les quelques navires qui osent encore y aller ont grimpé de 50%. Ça rend la logistique presque insoutenable. En fait, ce qui se joue là, c'est la redéfinition de la guerre asymétrique. Expliquez-nous ça, cette asymétrie. D'un côté, on a l'utilisation massive de drones kamikazes. Un drone, ça coûte environ 50 000 $ à produire. Et les usines peuvent en cracher environ 500 par jour. D'accord. Et de l'autre, pour protéger les navires, les destroyers américains doivent tirer des missiles d'interception hyper sophistiqués qui coûtent 1 million de $ piastres. Attendez. Faisons le calcul une seconde. 1 million contre 50 000. C'est un ratio de 1 pour 20. C'est ça. Ça veut dire qu'ils peuvent littéralement épuiser le budget du Pentagone juste en construisant du matos low cost dans des petits hangars. Mais c'est l'essence même de l'attrition financière. Un destroyer, il ne peut pas se permettre d'ignorer un drone sous prétexte qu'il coûte pas cher. Si le drone frappe, il détruit un navire de 2 milliards de dollars et il tue des centaines de marins. Donc on est obligé d'utiliser une munition à 1 million pour neutraliser une menace à 50 000. Exactement, c'est une saignée continue et il y a un contexte crucial à garder en tête. Début mars 2026, des frappes américaines et israéliennes ont littéralement anéanti la marine iranienne en moins d'une semaine. Une semaine, oui. Donc, démonstration de force colossale, mais la conséquence directe, c'est que toute l'attention de Washington est désormais verrouillée sur ce front-là. Ils sont totalement absorbés par le Moyen-Orient. Et c'est là que ça devient fascinant et terrifiant, honnêtement. Parce que cette focalisation, elle crée des angles morts massifs. Quand une superpuissance regarde fixément un point, ça ouvre une fenêtre d'opportunité ailleurs. C'est le principe des vases communicants en géopolitique, ouais. Voilà. Et ça explique ce qui s'est passé le 17 mars 2026, avec une dimension infiniment plus sombre. Un obus est tombé à très exactement 200 mètres de l'unité opérationnelle de la centrale nucléaire de Bushehr, en Iran. 200 mètres, c'est la taille d'un stade de foot. À l'échelle de l'artillerie, c'est un écart minuscule. Vraiment minuscule. Mais ce qui rend cet événement déterminant, c'est pas juste l'impact,
c'est la réaction en chaîne. Tout à fait. Immédiatement après cette frappe, la Russie a lancé 3 vagues successives d'évacuation de son propre personnel technique à Boucher. Ils sont passés de plus de 700 travailleurs russes sur place à seulement quelques dizaines. Le strict minimum pour éviter la fusion des corps, en gros. Ouais, c'est ça. Et la raison de cette fuite, elle a été donnée très clairement par Alexei Likhachev, le patron de Rosatom. La centrale abrite 70 tonnes de combustible nucléaire. Ah oui, 70 tonnes. Une frappe directe qui disperserait tout ça, ça provoquerait une catastrophe régionale absolue. Et le pire, c'est qu'au lieu d'avoir une désescalade face à ce risque délirant, on a l'exact inverse. Faut voir la surenchère verbale. La télévision d'État russe a totalement abandonné la mesure. Il parle ouvertement de « fin des temps ». Ouais, le vocabulaire est devenu complètement apocalyptique. Vladimir Solovyov, qui qualifie publiquement la politique américaine de mal absolu. Et pendant ce temps, à l'ONU, on a des diplomates qui démissionnent en évoquant des préparatifs concrets pour un incident nucléaire. Comment on interprète cette théâtralisation? La mécanique sous-jacente s'appelle l'escalade pour la désescalade. C'est une doctrine militaire totalement assumée par la Russie. C'est-à-dire? Le but, c'est d'amener le niveau de terreur tellement haut, de brandir la menace nucléaire de façon tellement crédible que l'adversaire est psychologiquement forcé de reculer. L'ancien directeur de l'AIEA, Mohamed El-Baradei, l'expliquait très bien. Quand des dirigeants se sentent acculés et perdent l'avantage conventionnel, la rationalité disparaît. C'est le coup de poker ultime. Historiquement, ça reposait sur la stabilité stratégique, où chacun sait comment l'autre va réagir. Mais aujourd'hui, cette prévisibilité, elle est en ruine. Et cette imprévisibilité, elle vient pas seulement d'un côté. Quand on lit les rapports, le leadership américain agit aussi comme un facteur déstabilisant majeur. Ah bah c'est indéniable. Quand on observe le comportement de personnalités comme Donald Trump, les chancelleries étrangères sont incapables de calculer sa prochaine étape. Au-delà des analyses qui parlent de comportements erratiques, le constat brut, c'est que ce niveau d'incertitude à Washington rend toute l'équation nucléaire illisible pour les adversaires. Et quand l'équation devient illisible et que les États-Unis sont coincés au Moyen-Orient, d'autres acteurs calculent le timing parfait pour exploiter la faille. Et ça nous amène directement en Asie. En Corée du Nord, précisément. Voilà, Pyongyang a observé ce flou stratégique et cette saturation américaine et a décidé de frapper fort. Le 14 mars 2026, à 13h20, ils ont tiré simultanément 12 projectiles depuis des lance-roquettes multiples de 600 mm. Le système KN-25. 12 projectiles. Sur le papier, pour quelqu'un qui suit ça de loin, ça ressemble à un simple test militaire de plus. Mais qu'est-ce que ça a de si particulier au juste? Tout réside dans les mathématiques de l'interception. Ces projectiles ont volé sur 350 km avec une précision de 100%. Ils volent bas, très vite, et ils peuvent emporter des charges nucléaires tactiques. D'accord. Mais le cœur de la manœuvre, c'est la simultanéité des 12 tirs depuis des plateformes mobiles. Le but, c'est pas d'envoyer un message, c'est de casser l'algorithme des systèmes de défense antimissiles américains. Comme le bouclier THAAD en Corée du Sud, c'est ça? C'est fascinant parce que ce système THAAD, aussi perfectionné soit-il, il a des limites matérielles. Son radar détecte une cible, l'ordinateur calcule la trajectoire et tire. C'est ça, il y a un plafond de traitement simultané. Mais si 12 missiles balistiques arrivent dans la même microseconde sur des trajectoires différentes, il se passe quoi? Le système est complètement aveuglé. Si vous envoyez un missile, il est détruit. 3, ils sont détruits. Mais 12 en grappe depuis des véhicules en mouvement, vous saturez la capacité de calcul. La fameuse physique de la saturation. Exactement. Mathématiquement, sur les 12, il y en a qui vont inévitablement percer le bouclier. Mais attendez, on pourrait faire une objection. Ces tirs de la Corée du Nord, ils tombent en plein pendant l'exercice militaire conjoint Freedom Shield. Il y a 18 000 soldats américains et sud-coréens qui manœuvrent. Est-ce que c'est pas juste une réaction défensive classique de Kim Jong-un face à ça? C'est l'argument de surface, ouais. Mais quand on croise la temporalité au millimètre, la mécanique est chirurgicale. Ah oui. Ces tirs n'ont pas eu lieu au début des manœuvres. Ils ont été exécutés à peine quelques heures après une rencontre hyper stratégique à Washington entre le Premier ministre sud-coréen Kim Min-wook et Donald Trump. Ah, le timing est parfait. C'est un message politique de force. Kim Jong-un dit en gros « Je vous observe, mais mon arsenal est passé de moins de 30 ogives en 2018 à environ 50 ogives opérationnelles aujourd'hui. Je peux saturer votre bouclier au moment précis où vous êtes embourbé au Moyen-Orient. » C'est là qu'il faut abandonner l'image des dominos qui tombent sagement les uns après les autres. C'est trop simple. C'est plutôt comparable au disjoncteur électrique d'une maison, tu vois.
J'aime beaucoup cette métaphore. Si tu allumes le micro-ondes, pas de problème, t'ajoutes le chauffage, ça tient. Mais si simultanément tu mets le four, le sèche-cheveux et la clim, c'est pas un appareil qui prend feu, c'est tout le système de la maison qui saute. C'est exactement le concept de pression cumulative. L'Iran, la Russie, la Corée du Nord, ils n'ont pas de salle de commandement secrète commune, ils s'appellent pas pour synchroniser leurs montres, mais ils partagent la même conclusion concernant Washington. Et cette conclusion, c'est l'exploitation de la bande passante. Affronter les États-Unis en duel singulier, c'est un suicide. Mais déclencher de multiples incendies en même temps, ça force une dispersion intenable des ressources américaines. Ouais. Et on le voit concrètement, il y a 15 000 soldats nord-coréens documentés en Ukraine. La Chine prépare ses capacités pour Taïwan d'ici 2027, avec un record absolu de 3 570 incursions aériennes en 2025. Chacun tire sur un fil différent du même disjoncteur. Mais tout ça, ça peut sembler rester dans la stratosphère de la géopolitique avec des missiles à 1 million de dollars. La vraie question pour les gens, c'est l'impact sur l'économie réelle. Ah bah ça percute le quotidien matériel de plein fouet. Complètement. Le baril de Brent a dépassé les 110 dollars. Le gaz naturel en Europe a bondi de 59%. Et surtout, le prix des engrais a augmenté de 35%. Et ça, c'est la conséquence directe de l'explosion du prix du gaz, vu que le gaz sert à fabriquer l'ammoniac des engrais. Exactement. Et c'est là que le concept abstrait devient une crise physique. Le 19 mars 2026, le Programme alimentaire mondial a formellement alerté sur une crise de double goulot d'étranglement. Ouais, expliquez-nous ce double goulot, c'est super important. C'est un blocage logistique dans les deux sens. D'un côté, on bloque l'énergie qui doit sortir via Hormuz, par exemple. De l'autre, on bloque la nourriture qui doit entrer. Prenez l'Arabie Saoudite ou le Koweït. D'accord. Ils dépendent à 80% des importations pour se nourrir. Et leur eau potable vient d'immenses usines de dessalement. Ce sont des cibles gigantesques, immobiles sur la côte. Face à des essaims de drones low cost, c'est impossible à protéger à 100%. Et si on en détruit une ? On prive des millions de personnes d'eau potable en plein désert. Là, c'est plus de la théorie militaire, c'est la survie civile. Et il y a aussi une conséquence psychologique insidieuse qui ronge les alliances comme de l'acide. C'est l'érosion de la confiance. Absolument. Quand un bouclier est perçu comme vulnérable, la terreur s'installe. Faut voir la rumeur à Séoul récemment. Ça disait que les États-Unis allaient déplacer leur bouclier TAAD vers le Moyen-Orient pour protéger Israël ou les Émirats. Et que ce soit vrai ou faux, ça n'a plus d'importance. C'est ça le pire. Le simple doute instillé dans l'esprit d'une famille sud-coréenne ou d'un investisseur japonais qui voit des missiles sur l'île de Yonaguni, à 70 miles de Taïwan, c'est déjà une victoire stratégique pour l'adversaire. Dès que la foi dans le parapluie américain vacille, c'est fini. Et c'est la synthèse la plus pertinente de l'ordre mondial actuel, en fait. On assiste à une redéfinition de la puissance. Au siècle dernier, on évaluait la superpuissance américaine sur sa force brute, ses porte-avions, son budget. Ouais, la capacité de destruction pure. Voilà. Mais en 2026, c'est une question de bande passante, logistique et cognitive. Est-ce qu'on peut penser, financer et gérer 5 crises existentielles simultanément sur des fuseaux horaires différents sans que l'architecture ne s'effondre? Et ça nous amène à une réflexion finale qui pousse l'analyse un cran plus loin. Les guerres mondiales, elles commencent presque jamais par une décision unanime de déclencher le chaos autour d'une table. Non, c'est souvent un enchaînement d'erreurs de calcul. Elles démarrent parce que les acteurs sont trop concentrés sur leur propre théâtre d'opération pour voir les dominos tomber ailleurs. Aujourd'hui, il y a une absence totale de communication stratégique entre puissances nucléaires. Mais la question vertigineuse, c'est demain. Quand l'intelligence artificielle va s'en mêler. Exactement. Quand l'IA entrera massivement dans ce calcul de saturation. Quand des systèmes autonomes comprendront que la méthode mathématique la plus pure pour neutraliser une superpuissance, c'est pas la bombe atomique. C'est de déclencher automatiquement 10 000 micro-crises impossibles à le gérer par un cerveau humain. Le jongleur a déjà épuisé ses deux mains et on s'apprête peut-être à confier le lancer des épées à des algorithmes.